Ah bah très bien. J'ai l'habitude de mettre des gens en garde à vue, alors c'est bon. J'ai l'immense plaisir de recevoir Christophe Coppen. Christophe est un ancien négociateur du RAID. Il a désamorcé des prises d'otages, négocié dans des situations extrêmes. Aujourd'hui, consultant, conférencier, il transmet son expertise de négociation aux entreprises et aux dirigeants qui sont confrontés à des situations et des décisions un peu compliquées. Leadership, négociation, gestion du stress, conflit. Christophe, on va en savoir plus. Bonjour. Bonjour Pénélope. Peut-être qu'on va en savoir plus. Ah bah j'espère. Mais c'est discret, hein, normalement, un négociateur. Alors, pourquoi est-ce que vous acceptez de prendre la parole ? Parce que je pense d'abord qu'il y a peut-être un engouement de certains pour ce type de discipline, la négociation, et que, ma foi, s'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière le rideau, ça peut être une grosse déception. Ou alors, eh bien, c'est susciter des vocations, et là, à ce moment-là, j'en serais ravi. Génial. Alors moi, j'ai des questions, on va commencer par des questions basiques. C'est quoi la différence entre la CIA et le FBI ? La CIA s'occupe de choses qui sont secrètes. C'est de l'influence, de la manipulation, de la recherche d'informations et puis beaucoup de stratégies en fait sur la politique générale des États-Unis et des pays partenaires. Mais principalement des États-Unis, le FBI est un service d'enquête, en quelque sorte. Si on voulait mettre ça un petit peu en parallèle avec ce qu'il y a en France, le FBI a une vocation à être véritablement ce que l'on a en France en police judiciaire. La police judiciaire, donc, c'est le haut de la pyramide, en quelque sorte, de toutes les investigations. Donc la CIA, c'est les agents secrets. En français, c'est... Oui. Ce sont des gens, par exemple, qui vont chercher à faire de l'influence dans un pays étranger pour... Avec des infiltrés, etc. Ouais, voilà, ou par le réseau diplomatique ou autre, payer des personnes qui vont renseigner, qui vont déstabiliser. La CIA ça a cette vocation, en fait. Et en France, c'est la différence entre RAID, DGSE, GIGN ? Alors, le RAID s'occupe de la partie police, c'est-à-dire tout ce qui se passe en secteur urbain, c'est la police qui intervient, donc ça sera le RAID. Tout ce qui se passe en secteur rural, ce sont les gendarmes, donc c'est le GIGN qui intervient là-dessus. C'est aussi simple que ça. La DGSE, c'est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, donc ce sont nos espions à nous, et puis toutes les personnes, en fait, qui concourent également à faire du contre-espionnage, aussi avec un petit partage avec la DGSI, puisque la DGSI, c'est quand même son cœur de métier de faire du contre-espionnage aussi, et du renseignement. Comment est-ce qu'on devient espion ? Ah mais espion, c'est pas mon job, donc... Mais vous savez un peu comment est-ce que... Oui, je sais qu'il faut être discret et ne rien raconter. Mais est-ce que vous savez si on peut se faire recruter ? Avancer. Ce qu'il faut savoir... Vous savez ça forcément. C'est que on tape rarement à la porte. Si on tape à la porte, bon, on peut avoir une spécialité qui intéresse. Comme ça, moi, je ne peux pas y aller ou on vient me chercher ? Et on vient vous chercher. Oui, c'est ça. Mais comment on me repère ? Oh, c'est leur job. C'est leur job de trouver... Et c'est quel genre de profil qu'ils repèrent ? Eh bien, ça va dépendre. Des fois, des gens qui sont totalement anodins, qui vont être, par exemple, des scientifiques dans un domaine. Ça peut être la géologie, ça peut être l'étude des typhons ou autres, et qui ont une légitimité à être à l'étranger, et puis qui ont une légitimité également à rencontrer des gens et avoir un réseau. Et donc, ces gens-là intéressent à ce moment-là, peuvent intéresser potentiellement des services d'espionnage ou contre-espionnage. Et donc, le bureau des légendes... Ah, c'est basé sur du vrai. Ça marche, tout roule, quoi. Tout est vrai là-dedans, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. C'est dingue. Hein. Mais vous, ça vous choque pas parce que ça fait des années que vous étiez un peu là-dedans. Enfin, vous êtes pas un espion, mais vous avez... On est tous dans un écosystème, en fait, voilà, où on se connaît les uns les autres. Et puis, il y a beaucoup également de transversalité. Des gens qui partent du RAID partent souvent à la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, donc pour faire du contre-espionnage. Et vous... Attendez, c'est quoi la différence entre espionnage et contre-espionnage ? L'espionnage, on est acteur à l'étranger, à l'extérieur. Ouais. Le contre-espionnage, on agit principalement, même s'il y a des subtilités, mais on agit surtout sur la menace intérieure. Si je suis en France, ça veut dire quoi ? Je suis espionne, donc je suis espionne, c'est-à-dire que je vais en Espagne pour espionner. Voilà. Et contre-espionnage ? Vous vous intéressez aux gens qui sont espagnols et qui viennent en France, voilà, pour tenter de récupérer de l'information, déstabiliser, voler, voilà. Très bien, très clair, parfait. J'aime bien comprendre mes termes. Bah oui. Comment est-ce qu'on se dit un jour, je vais devenir un négociateur au RAID ? Eh ben, en fait, on ne se le dit pas parce qu'on est persuadés, tous les uns et les autres, quand on rentre dans la carrière de police, que c'est inaccessible.
Le RAID, c'est vraiment c'est l'ultima ratio de l'État, le dernier recours. Hein. D'ailleurs, on a mis ce nom-là sur notre fusil de tireur d'élite. C'est dire un petit peu si voilà, on a au moins orienté cette option-là. Souvent, c'est des gens qui viennent vous voir en disant « Tiens, je te verrai bien, tu devrais C'est comme ça que c'est passé pour vous ? » Moi, c'est comme ça que ça s'est passé, ouais. J'avais quelqu'un qui était un ancien du RAID et qui m'a dit de postuler. Donc, il a très certainement parlé de moi avant. Et puis, parmi les candidats qu'il y avait, j'étais celui qui était le plus intéressant. J'arrivais de 13 années en police judiciaire, en groupe de répression du banditisme et groupe criminel. C'est passionnant. Hein. C'est franchement ce qu'il y a de plus top. Concrètement, vous faites quoi toute la journée? En groupe de répression du banditisme, par exemple, on fait des braqueurs de banque. C'est-à-dire que vous faites, c'est-à-dire qu'on les suit, on les... En taupe avant qu'ils attaquent. Par exemple, ils sortent de prison, on va les suivre au cas où, on va voir leur fréquentation, en on jean. va monter des dossiers. Ah ouais, on est en civil. Enfin, c'est la police qu'on voit dans les films. En bac nord, tout ça. Exactement, mais encore avec des moyens qui sont bien plus importants. Surtout des enquêtes qui sont sur le long terme. Puisqu'on peut passer 6 mois sur une équipe de malfaiteurs, par exemple, qui va faire ce que l'on appelle des Tiger Kidnap ou des attaques à domicile ou des homejacking. Tiger Kidnap Tiger Kidnap parce que c'est un terme de criminologie qui a été emprunté donc, au vocabulaire britannique et qui est intéressant parce que c'est en fait un comportement, une attitude des tigres lorsque ils vont chercher à s'attaquer à des proies. Et en fait, c'est un grand feignant, le tigre. C'est-à-dire qu'il va prendre le temps de repérer, s'apercevoir où sont les failles, et une fois qu'il a vu toutes les vulnérabilités, à partir de ce moment-là, il attaque. Et en règle générale, c'est une attaque du coup qui est chirurgicale. Qui est vraiment... Il a pris le temps avant d'observer, machin, et tout ça. Oui. Donc, vous les repérez, vous sortez de prison et tout. Enfin, et donc, les voyous, ils font exactement la même chose pour certaines équipes de voyous. Ils prennent le temps, ils vous repèrent à domicile, ils voient vos habitudes, ils voient quand est-ce que vous sortez le matin, quels sont l'endroit où vous garez votre voiture, là où vous amenez vos gosses à l'école, etc. Tout ça, et puis un jour, ils attaquent. Ils attaquent avec suffisamment d'informations, donc pour d'abord vous déstabiliser énormément, puisque quand on vient vous dire ta mère habite à tel endroit, elle va à l'hôpital à tel endroit pour se faire soigner, etc. On se dit mais depuis combien de temps ils sont derrière moi, quoi. Donc c'est particulièrement déstabilisant. Et ces formes de banditisme, ce sont des enquêtes au long cours. D'abord parce que les types sont hyper prudents. Ensuite parce que les années de prison qu'ils vont avoir à faire derrière si jamais ils sont attrapés sont colossales. Et donc, du coup, on comprend qu'ils mettent vraiment toutes leurs chances de leur côté pour réussir leur coup et ne pas être interpellés. Ce qui s'est passé dernièrement avec Ballan. Parlons-en. Donc, David Ballan, cofondateur de Ledger, qui se fait kidnapper, à qui on coupe un doigt. Oui. Ils envoient la photo du doigt au Alors, c'est eux qui ont envoyé à l'autre cofondateur la vidéo. Alors, on n'a pas toutes les informations, donc on ne va pas non plus fuiter des choses. D'accord. Voilà, mais une chose est sûre, dans ce que l'on a comme information, l'épouse est séparée, en fait, elle aussi est capturée, elle est séparée, ce qui est un grand classique. Hein, les malfaiteurs ne sont pas idiots, ils ne vont pas les garder ensemble. Un tiers de confiance, entre guillemets, de David est contacté, donc c'est le cofondateur. Par David par David, par la force des choses, parce qu'il dit il faut appeler machin pour pouvoir faire les livraisons de donc c'est pas au secours, c'est il demande 20 000 € en rançon, il faut faire le... Ok, et donc les méchants disent à David, appelle quelqu'un. Appelle ton gars associé. Pour nous donner de l'argent, quoi. Ok. Appelle ton associé et tu vas faire comme ça et vous allez virer là, etc. Et ensuite, il faut savoir que tout ce qui est dispersion d'argent à partir de la crypto-monnaie, même si ça te laisse des traces, il faut intervenir avec une rapidité phénoménale parce que plus les secondes passent, plus en fait dans la blockchain, en fait, l'argent va disparaître, se scinder en une multitude de petits comptes, et puis partir comme ça, voilà. Mais c'est une préparation qui est très bien faite. Mais au moment où David appelle son cofondateur, évidemment, passe peut-être un coup de fil à quelqu'un. En parallèle, genre... il a eu la lucidité, l'intelligence, en fait, de se mettre à disposition de la police pour pouvoir donc contrer ça immédiatement. Mais j'imagine que le méchant a dû dire « je ne veux pas de police là-dedans », évidemment. Oui, mais sauf que tous. Voilà. Mais est-ce que du coup,
On sait jamais si... Parce que souvent, moi je me base que sur les films, évidemment, je ne connais que ça. Sur les films, dans les films, ils sont là, non mais du coup j'y vais tout seul, non, on ramène la police. Est-ce qu'il faut quand même toujours être baqué par la police ou en fait parfois il faut y aller seul? Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites comme vous voulez le jour J, tout simplement parce que c'est votre instinct de survie qui va parler. En revanche, si j'ai un conseil à vous donner, sans les moyens de l'État pour pouvoir, et on le voit sur cette affaire qui est vraiment significative, ou représentative, si vous n'utilisez pas les moyens de l'État avec l'énorme potentiel que l'on a d'investigation, de blocage de comptes, etc., et puis de recherche active, parce qu'on travaille sur la téléphonie, on travaille sur toutes les caméras qui existent de partout et qui sont mises à disposition en fait d'un magistrat instructeur. Tout ça, c'est dommage. Vous allez payer, en fait, vous êtes le dindon 2 fois de la farce. Bien sûr, mais comme les méchants, ils disent souvent, revenez pas avec les flics, et si jamais on se dit, si jamais ils vous voient, et en fait, ils vont tuer. Quelque chose d'intéressant, Pénélope. Quand il y avait dans les années 70 une multitude, en fait, de kidnappings de ce type-là, Baron Hampin et autres, etc., 78, Baron Hampin, mais c'était les années entre 70 et 80. C'était le grand boom, en fait, des terroristes, d'action directe et autres, etc. Il y a un préfet qui a décrété que l'on arrêtait de payer les rançons. Donc c'est la circulaire Bouvier qui interdit en France de payer les rançons. Oui, donc, parce qu'on dit ça ne sert à rien parce que de toute façon, voilà. Du coup, on bloque les comptes de la famille. Donc ils n'ont plus la possibilité de payer normalement, mais avec la crypto-monnaie aujourd'hui c'est très très compliqué. Mais enfin, il y a tout un tas de dispositifs là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé après la circulaire Bouvier? Il y a eu un frein énorme sur les kidnappings à domicile, les homejacking, les tiger kidnap. Pourquoi? Parce que les types prenaient 20 ans, 30 ans de prison et de toute façon, ils se faisaient interpeller. Parce qu'à l'époque, il fallait faire une remise en cash. Oui, avec une mallette. Eh ouais, il fallait porter la rançon. Et donc, nous étions formés en police judiciaire pour pouvoir porter la rançon, savoir comment porter la rançon. On appelait ça un Mister Cash. Ça veut dire que vous veniez avec une mallette ou un sac, c'est quoi? Un vieux sac de sport, c'est quoi? Ce qu'on nous demandait de faire, ça pouvait être un carton, une valise, n'importe quoi, très souvent un sac à dos, bien sûr. Et donc, vous avez déjà fait? Moi, j'ai pas été Mister Cash, je crois pas. Je crois pas. Un par jour? Absolument. Mais ils kidnappent... Ils se kidnappent beaucoup entre eux, à peu près, on estime, un petit peu plus d'un quart, voire un tiers de kidnapping qui sont réalisés par des voyous entre eux, notamment sur des affaires de stupes. Ah oui, d'accord. Non, mais sur des comme des David Balland et d'autres. Le reste, et voilà. Un par jour. Très honnêtement, les dirigeants d'entreprise aujourd'hui sont à 100 lieues de s'imaginer les risques qu'ils encourent dès lors qu'ils ont des moyens et qu'ils disent qu'ils ont de l'argent et machin. D'où la dangerosité des réseaux sociaux. Exactement. À dire, je suis pas chez moi. Et on voit aussi beaucoup de cambriolages quand ils sont en voiture en disant je vais à la soirée machin, boum, ils se font cambrioler pendant ce moment. Exactement. C'est le travers, en effet, de cette surmédiatisation qu'ils ont et qui est nécessaire puisque c'est le job d'un influenceur. Mais ce que je comprends pas, pardon, je viens de comprendre, c'est que quand on a dit à David Balland, déjà, on lui a coupé le doigt, ça existe encore ça? C'est en fait la marque de fabrique de tous les feuilletons que l'on voit aujourd'hui. Des feuilletons télévisés. Sordides les uns que les autres. Oui, mais où apprennent-ils? Ils apprennent en prison et ils apprennent dans les séries, les films. Mais je pensais pas que... Mais ça sert à quoi de lui avoir coupé le doigt? Vraiment les faire flipper? Alors bien sûr, il y a le côté on est sérieux, il faut nous prendre au sérieux, etc. Et donc derrière, il y a quand même plus de 10 millions de crypto-monnaies qui va faire un beau paquet. Enfin, ça sert également de réputation, à soigner la réputation auprès d'autres groupes criminels. Je lui ai coupé un doigt, quoi. Ouais, bien sûr. Nous, on est des costauds, on a attaqué, on lui a coupé le doigt. Vous pensez qu'il a récupéré son doigt, David Balland, ou ils l'ont gardé le doigt? Généralement, ils le gardent, le doigt, ou ils lui donnent pour que quand même il se le... Non, mais c'est trop tard après. Quoi, si on n'est pas opéré tout de suite... Donc là, c'est fini. Il ne peut plus remettre son doigt. Oui, en fait, il y a plein de fantasmes autour de ça. On ne met pas dans de la glace. Non. La glace, mais non, ça va geler ça va nécroser. Donc il faut tout de suite, en fait, essayer de garder un minimum d'irrigation. Enfin bon, je ne suis pas médecin. Non, mais donc bref, il a perdu son doigt, quoi. Et donc il a perdu son doigt, bien évidemment. D'accord. Et vous pensez que c'est quel doigt? C'est bête, mais moi, vraiment, ça m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'on choisit tel doigt plutôt que tel doigt?
Pénélope, la prochaine fois, il faut inviter David Ballon. Non, mais vous qui avez non, vu j'en plein... sais rien. Je pense qu'ils ont coupé certainement une phalange qui est la plus discrète, très certainement un petit doigt. Ah, moi je m'imaginais boum le majeur. Je me suis imaginé boum le majeur. Non mais c'est important. En vrai, moi ça m'intéresse de me dire quel doigt ils ont choisi. Je sais pourquoi. pas, on va pas dire de bêtises, j'en sais rien. Il n'y a pas une règle de ils coupent toujours le pouce parce que... Non. D'accord, ça aurait pu. Non. Il faut pouvoir continuer à passer des ordres sur l'ordinateur. Oui, Quel est le doigt qui serre le moins? C'est quoi les histoires folles? Non, question. Vous étiez sur des enquêtes au long cours, enfin sur des affaires au long cours, voilà. Et en groupe criminel également. Mais j'imagine que vous n'êtes pas que sur une seule affaire à chaque fois. Ah non, on a une multitude de dossiers. Comme dans les films, parfois il y a des affaires que vous n'avez jamais résolues et qui vous rendent malade. Alors, il y a des affaires qui sont au long cours du service de police judiciaire Sud quand je suis parti au raid, avec un violeur en série dans la forêt de Sénard. Et ce type-là, qui a fait des dizaines de victimes, eh bien, il était toujours en liberté quand je suis parti. Donc oui, il y a cette espèce d'amertume. Et l'a retrouvé bien depuis plus tard. Oui, ça y est, il a été arrêté. En fait, son ADN qui était disponible, eh bien, cet ADN, il fallait trouver le moyen de le comparer. Et à l'époque, il n'y avait pas encore d'autorisation légale, en fait, de faire de la systématisation de recherche. Et puis, il n'y avait pas les outils non plus, forcément. Donc, un laboratoire devait chercher manuellement, en fait, toutes les correspondances qu'il pouvait y avoir sur, justement, les codes génétiques. Et donc, c'est comme ça que des années après, en fait, en reprenant l'enquête, un collègue du SRPJ a pu permettre de résoudre l'affaire avec un type qui ressemblait à rien, qui était avec une vie normale, un Algérien. Et pourquoi il avait fait ça? Parce que c'est un travers criminel et pathologique. Il y a des profils? Ah ouais. C'est genre quoi? Le personnage qui est violeur, par exemple, qui est violeur en série, pas celui qui un jour, malheureusement, tout le monde était bourré et puis il a été trop loin, il n'a pas su s'arrêter. On ne parle pas de ça. On parle des gens qui sont sur un mode sériel. Ces gens-là, en fait, ils ont eu, lors de ce que l'on appelle l'acte introductif dans la criminalité, dans cette criminalité-là, un espèce de flash, un flash hormonal, une cascade de dopamine, d'adrénaline et autres, etc. Et donc cette intensité est telle que dans le futur, quand ils vont réessayer de passer à l'acte, ils vont rechercher en fait le même niveau de sensation que la première fois, qu'ils ne trouveront pas, qu'ils ne trouveront plus. Mais en même temps, ça inscrit quelque part une réponse à une pulsion. Exactement. Cette pulsion, quand elle revient, il faut qu'il s'apaise. Et donc, des fois, ils peuvent passer 2 ans sans commettre un crime, parce que pour X raisons, familialement et autres, ça va, ils sont apaisés, ils sont occupés, et puis il n'y a pas cette pulsion. Et puis un jour, il y a... Ça la reprend. Voilà, ils ont vu quelque chose sur Internet, ils ont été voir une prostituée sur laquelle ils ont été violents, etc. Puis ce jour-là, ça y est, boum, ça rebascule. Et là, la pulsion est là, et si la pulsion est là, le passage à l'acte est derrière. Et est-ce qu'il y a un peu toujours les mêmes, alors les violeurs en série et tout, mais il y a plein d'autres criminels, est-ce qu'ils ont tous un peu le même profil? On parle du profil de psychopathe, les profils de... Est-ce que c'est des gens qui ont une enfance particulièrement violente? On sait qu'il y a des facteurs qui sont facilitateurs. Le fait d'avoir subi des violences dans notre enfance, le fait d'avoir été surcouvé par exemple par une mère avec un père absent, ce sont des critères qui peuvent rentrer en compte, mais il faut faire attention en fait aux préjugés et puis à la systématisation, c'est absolument pas le cas. Vous avez de très bons auteurs comme Cyrulnik par exemple qui dit que c'est pas parce que l'on a été victime de barbarie dans notre enfance qu'on va devenir un barbare nous aussi. C'est juste que certains, c'est un phénomène psychologique qui est particulier. Si jamais l'individu veut ne pas culpabiliser parce qu'il déteste son père qui est violent, agresseur, qui viole sa mère, etc., s'il se met à le faire lui-même, plus tard, il indulgence quelque part un petit peu son père.
Et donc, il n'a pas le même niveau de haine à son égard. C'est très surprenant au niveau psychologie, les choses qui peuvent se passer. Ce n'est pas non plus une systématisation. C'est juste qu'on remarque qu'il y a des choses qui sont facilitatrices. Par exemple, on sait qu'il y a une dirty triade, ce qu'on appelle la dirty triade en matière de psychologie. Le gars qui est pervers, qui est narcissique, donc il n'y a que lui qui s'intéresse aux choses. La perversité, c'est le fait d'aimer, en quelque sorte, manipuler, faire souffrir, etc. C'est se moquer, c'est ce cynisme, en fait, qui est méchant. Voilà, qui peut aller plus loin, puisque la perversité peut aller jusqu'à vouloir vraiment faire du mal physiquement aux gens. Donc, perversité, narcissisme et psychopathie. Le problème du psychopathe, qui est soit un fond de personnalité, soit une vraie maladie mentale, c'est qu'il y a une absence, en fait, de culpabilité et d'émotion avant, pendant, après. Il y en a, et ils ont les trois, ces gens-là? Et oui, la dirty triade, c'est ce qu'il y a de pire, en fait, dans les profils criminels, puisque ces gens-là ont les trois composantes, en fait, dans leur psychologie. Et c'est des gens très intelligents. Et ce sont des gens qui sont très intelligents, mais vous savez, sur la notion de psychopathie, il y a eu des études américaines qui ont été vraiment surprenantes là-dessus et qui ont qualifié un très grand nombre de chefs d'entreprise psychopathes. Bien sûr. Zéro émotion pendant, avant, après. Se dire je vais fermer 3 usines, mettre 600 personnes à la rue sans aucun affect, etc. C'est vrai que ça a interpellé un peu les psychiatres, quoi. Voilà. Et donc quoi, ça ne veut pas dire qu'eux vont passer à l'action et vont commettre des actes barbares? Non, ça veut dire simplement que les uns et les autres, on a des modes en fait de traduction, en quelque sorte, de notre système de fonctionnement qui peuvent prendre différentes voies, certaines plus dangereuses que d'autres. Carl Gustav Jung, le médecin, disait il se passe en nous une part d'ombre, nous avons une part d'ombre qui nous est intime et secrète. Pénélope, il n'y a que vous qui connaissez votre partie noire. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Et c'est pas pour rien les petites cornes roses. Ok, roses soit, mais petites cornes quand même. Est-ce que cette part d'ombre, on la connaît ou elle nous échappe? Elle est intime, avec nous, mais elle est secrète. Mais on la connaît? Oui, on la connaît. Ce qu'on ne connaît pas, en fait, c'est l'élan qui vient quand la pulsion est immaîtrisable. C'est juste ça. Parce que en temps normal, si par exemple, je dis n'importe quoi, si j'avais envie de faire du mal aux gens qui sont faibles, parce que je les considère pas, etc. Je sais dominer ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle le surmoi en matière de psychologie. Vous savez vous contrôler. Voilà, je me contrôle, ça va. Il faut être gentil, il faut être empathique, il faut être indulgent, etc., etc. Mais je suis peut-être à ce moment-là obligé de faire un effort pour l'être. Mais si jamais je me retrouve dans un contexte qui est un contexte qui légitime justement de ne plus faire cet effort, exemple la barbarie nazie peut-être, vous voyez des choses comme ça, là à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Suis-je avec suffisamment de frein ou est-ce que je laisse à ce moment-là le fond réel de ma personnalité tenter cette déviance et cet abus? Donc est-ce que vous êtes en train de dire, c'est hyper intéressant, est-ce que vous êtes en train de dire que finalement on peut tous passer à l'acte? On m'a souvent posé la question de savoir justement si il pouvait y avoir une limite comportementale. Avec l'expérience, ma vieille expérience, je ne crois pas. Je crois qu'on est tous vulnérables. C'est une question de circonstances, de contexte et de personnes qui sont avec nous. Et puis il y a plein d'autres facteurs comme la soumission à l'autorité, comme il y a le fait d'être également dans un groupe et de se soumettre en fait à la pensée du groupe, etc. Il y a tout un tas de travaux très intéressants là-dessus. Et donc on pourrait tous commettre des actes barbares? Quand on regarde faut pas être malade pour le faire. Milgram, la soumission à l'autorité de Stanley Milgram, alors très discutable bien évidemment, puisque c'était fait avec des étudiants. Avec le médecin, etc. Racontez-nous, ça c'est génial, c'est passionnant. C'est en fait, on veut savoir si, en soumettant quelqu'un à un contexte particulier et à une autorité également, cette personne va exercer des violences qu'il n'exercerait pas en temps normal, naturellement. Et donc, du coup, il y a un complice. En gros, il y a quelqu'un qui est sur une table,
Oui, on lui met en fait des électrodes pour pouvoir recevoir des charges électriques. Voilà. Hyper violentes, par quelqu'un à qui on dit... À qui on dit, tu poses des questions, s'il répond mal, tu envoies des décharges électriques. Voilà. Mais plus en plus fortes. Voilà. Mais je pense que ce qui est important, c'est de dire, la personne qui lui dit, tu poses des questions, tu envoies des charges électriques, c'est un médecin. C'est un scientifique. Voilà, là, un scientifique lui dit... Un sachant, un référent. Il n'y a pas de problème, il faut absolument que tu lui envoies des décharges électriques. Bah, c'est dans le cadre de l'exercice. Il voilà. sait, lui, de quoi il en retourne. Exactement. Voilà, toi, tu sais de quoi tu en retournes également. Il n'y a pas d'enjeu, tu ne gagnes pas d'argent, tu n'en perds pas. Mais tu es OK pour faire l'exercice. Et on fait une expérimentation scientifique ensemble, donc il faut y aller. Donc là, il pose une première question, le mec répond faux, il lui met une décharge électrique. Il voit que le mec est là en mode « Ah, horrible !» Ouais, au début, ça va, c'est tranquille. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce d'accoutumance également, en fait, à l'horreur. Si d'entrée de jeu, la personne se roule par terre... Stop. Ah ouais, non, je suis pas... Donc le premier au début, c'est un peu oulala. Bon. Donc c'est, voilà, oulala, ça sourit, ça chatouille, etc. Enfin, deuxième question, troisième question. Et au bout deuxième, troisième, mais il y a des réponses justes. Donc du coup, ça conforte également le pigeon que, au fond, il suffit que l'autre en face... réponde correctement et c'est bon. fasse un effort de mémorisation, etc. Se concentre un petit peu. Et il a envie de l'aider en disant, mais on a posé la question de tout à l'heure, voilà, vas-y, mon gars, réponds. Ok. Et donc, l'autre joue le trouble en face, bien sûr. Et au final, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien de personnes sont capables d'administrer des doses mortelles. Voilà. Sauf qu'on lui dit à aucun moment, ah si, voilà. Dose mortelle, attention, dose mortelle. Et sauf que, et tout le sujet, c'est jusqu'au bout, jusqu'à quand il peut administrer des doses mortelles, quand c'est dit par une autorité. C'était ça tout le sujet, c'est soumettre à l'autorité. Quand le médecin lui dit vas-y, soumettre au contexte, ou soumettre au contexte et à l'autorité. C'est fou. Un médecin qui lui dit vas-y. Tout un tas de métiers sont basés en fait sur cette soumission à l'autorité. Bien sûr. Quand on prend quelqu'un qui va confectionner de la nourriture pour la grande distribution, par exemple, des produits distributeurs. Ouais. Okay, il sait qu'il va utiliser un produit qui potentiellement, si la personne en prend beaucoup, etc., à forte dose et longtemps, peut être cancérigène. Il n'est pas idiot, c'est son job en fait de créer ces choses-là, donc de faire des associations qui vont bien, etc. Soumission à l'autorité. Il n'a pas envie de perdre son boulot. Il a son autorité attendez, qui lui dit... quand même, ça n'a rien à voir. En fait, non, mais dans ce cas-là, on ne fait rien parce que tout à haute dose est excès et donc est mauvais. Complètement. Donc en fait... Mais Pénélope, si on ramène ça à l'expérience de 1000 grammes, si les doses en fait étaient des doses acceptables, c'est-à-dire des petites douleurs, et tout le monde irait au bout. Oui. Mais d'ailleurs, les études ont montré que du coup, on a combien qui allaient jusqu'au bout ? 24% de mémoire ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. De gens qui disent, qui se soumettent à l'autorité, qui vont jusqu'au complètement, et qui tuent la personne quasiment. Avec les exactions qui sont commises dedans. Moi, j'ai fait tout un tas de missions à l'étranger et autres, les prisons sandinistes, par exemple, au Nicaragua. Toutes ces choses-là, on se dit, mais comment c'est possible de faire ça à des êtres humains D'ailleurs, à force de voir toutes ces barbaries, est-ce que... Vous croyez encore en l'humanité ? Vous avez encore foi ? Je pense qu'on a un pourcentage. On a un pourcentage de gens qui sont foncièrement, quelque part, prédestinés à l'humanité, à l'empathie, au secours de leurs proches, des proches même qu'ils ne connaissent pas, hein, parce que c'est surtout ça. Il y a beaucoup de barbares qui sont admirables en famille. C'est ça qui est absolument incroyable. C'est qu'ils peuvent être les pires des ordures quand ils sont sur des tiers qui déshumanisent, qui chosifient. Et puis à côté de ça, vous avez... donc, familles sont irréprochables. Des gens qui sont extraordinaires. C'est Eichmann, quoi. Et ça, on explique comment ? Hannah Arendt, elle était stupéfaite lors du procès de Nuremberg à cause de ça. Parce que justement, c'était incompréhensible. Comment une personne... douce, gentille, attentionnée, etc., proche justement de son écosystème, etc. Comment cette personne peut devenir barbare à ce point ? Enfin, c'est même pas barbare, parce qu'ils n'étaient pas exécutants, mais donneurs d'ordre. Donc c'est le désintérêt total. C'est la déshumanisation. On ne peut faire du mal qu'à partir du moment où on déshumanise la personne. Et puis certains peuvent faire du mal parce que tout simplement, en fait, les câbles sont pas branchés dans le cerveau, quoi. Mais vous, ça, à force de voir ça, ça vous fait quoi ?
Vous en avez vu des Moi, je suis quantités. content quand je rencontre des gens qui sont profondément humains et j'essaye d'apporter ma petite Mais pierre vous en à savez l'édifice rien également. Vous n'en savez rien, du coup. Ouais, mais quand même. Bah, si vous les voyez en famille, vous allez dire ah, super. Et puis en fait, non, mais est-ce que vous Oui, avez mais je les vous, vois dans le cadre du boulot. vous les repérez? Oui, je repère les gens. Ah ouais? Bien sûr. Alors à quoi, comment on repère? D'abord au centre d'intérêt que la personne a, à certaines réactions qui sont des réactions spontanées en fonction de X critères. Vous savez, vous pouvez pas faire semblant d'être empathique. Vous l'êtes ou vous l'êtes pas. D'ailleurs, dans les critères de sélection d'un négociateur, le premier des critères, c'est l'écoute. On cherche vraiment à prendre des gens avec nous qui ont une capacité d'écoute très très importante, parce que justement, à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir jongler en quelque sorte avec l'ensemble des éléments qu'ils vont récupérer. Mais une des grosses qualités également que l'on cherche, c'est l'empathie. Parce que s'ils ont cette empathie, naturellement, ils seront vrais dans leurs émotions. Quelqu'un qui est révolté par une agression qui est en train de se passer dans la rue, il a ces mouvements de go, stop and go, là, il y va pas, il regarde ça, il est contrarié, il sait pas comment faire, mais il est bouleversé pour de vrai. Oui, un qui a rien à foutre, ça se voit que ça passe. Celui qui a rien à faire, il va regarder ça en se disant, tiens, jusqu'où il va aller. Et un peu sadique. Eh bien, bien sûr. Et du coup, mais quand vous êtes face à quelqu'un, est-ce que sans que la personne parle ou à quel moment, enfin, vous arrivez à déjà, avec votre expérience Pénélope, tout parle. Oui, donc la réponse, c'est que vous pouvez très rapidement. Que vous bien portez, sûr. C'est du mentalisme un peu. Ouais, je sais pas. La coiffure, hein, qu'est-ce qu'elle dit, ma coiffure? Mais en fait, il faut regarder ce qu'on nous donne à voir. Cheveux courts, cheveux longs, la couleur naturelle ou artificielle, etc. Oui, mais ça dit pas de moi si je suis une psychopathe. Non, bien sûr. Par contre, si on regarde tout ce que vous dites, comment vous vous habillez, comment vous recevez les gens, comment vous adressez à eux, quels sont les centres d'intérêt, si jamais je commence à titiller dans un coin, est-ce que vous mordez dedans, etc., etc. Toutes ces choses-là, en fait, vont me permettre de commencer à orienter, en fait, un petit profilage. Il faut faire très attention. Il faut bien se garder d'une chose. Le profilage n'est pas une science. Loin s'en faut. D'ailleurs, je ne sais même pas si on aurait dû essayer de nomenclaturer ce genre de choses, parce que on est tous tellement différents, il y a des cultures qui sont radicalement différentes. Vous voyez, le fait de regarder dans les yeux, chez nous, ça passe très très bien. Dans certaines peuplades africaines, c'est une marque d'irrespect total. Chez un Asiatique, c'est une donc gêne, il faut adapter à la etc. personne que vous avez en face. Voilà. Donc, du coup, chercher à mettre des gens dans des cases et se dire ah ben il y a ça, tel type de monde, tel type de comportement, telle manière de s'habiller ou tel type de réaction, la personne doit être comme ça. Non, pas du tout. Pas du tout. D'autant plus que les plus grands manipulateurs sont des gens qui ont acquis, en quelque sorte, tels des caméléons, le moyen, en fait, de se mettre en cohérence totale avec leur interlocuteur. Madoff, par exemple, était un type remarquable. Vous l'avez rencontré ? Non, pas du tout. Mais de ce que en disent l'ensemble des témoins, des gens qui en ont été victimes, etc., les enquêteurs qui ont eu, en fait, à le traiter, petit bonhomme gentil, quoi. Voilà, malin, indiscutablement, avec un discours qui est bien rodé. Et puis cette espèce de fausse naïveté là qui fait qu'on a tout de suite envie de l'aider en lui disant mais si, moi je vais te confier un petit peu d'argent, tu vas voir. Je te fais confiance. Mais jamais vous avez peur ? Peur de quoi ? En face d'un fou, d'un barbare ? Peur ? Pourquoi ? Ah oui, d'accord. Donc vous n'avez pas peur. Je sais pas, impressionné, déstabilisé, vous avez peur de... On peut être très impressionné par quelqu'un qui a une intelligence hors norme et sur lequel il faut faire des efforts monstrueux pour arriver à percevoir toute la richesse de ce qu'il est en train de raconter. Peur de faire une connerie au moment de la négociation, peur de faire planter un truc. Sur les négos, je pense qu'on a peur tout le temps. Dans les unités d'intervention, c'est un petit peu, en quelque sorte, le curseur de la raison. Presque. Parce que il faut avoir peur pour être bon. Ouais, si jamais on n'a pas cette espèce de backup de la peur qui est là, pas loin derrière, voire présente avant de démarrer, un petit peu comme un track avant de rentrer en scène, c'est un peu la même chose. Je pense qu'on est dangereux à ce moment-là. Et on fait très attention dans les unités d'inter, justement, à ne pas choisir des gens qui se revendiquent de ne pas avoir peur. Parce que ils vont se mentir la plupart du temps. Ils vont se mentir.
Ils vont jouer un rôle, peut-être très bien le jouer, mais le jour J, face à l'adversité réelle, ce jour-là, ils peuvent s'effondrer. Parce qu'on a un effondrement narcissique quand on se ment. Tout le temps. On est confronté à nous. Si vous n'êtes pas courageux, vous n'êtes pas courageux. Mais venez faire un match de rugby avec les copains du groupe d'intervention, ok. Et puis là, on verra si vous êtes réellement courageux, quoi. Si vous êtes tout seul face à 3 mastards qui vous tombent sur le dos, enfin voilà, quoi. Hein, vous savez que vous allez y laisser des côtes, une cheville, ok, et un nez. Donc voilà, vous y allez pas. Et vous avez déjà raté des négos? Alors ça dépend ce qu'on entend rater des négos. Il y a des choses qui me sont restées un petit peu en travers de la gorge parce que j'ai pas pu aller au bout. On a eu jusqu'à 80% de taux de résolution par la négociation. Alors c'est plus le cas aujourd'hui malheureusement, mais c'est pas la faute des collègues, c'est tout simplement en fait qu'aujourd'hui la législation a changé, on intervient beaucoup plus rapidement, on laisse peu de plage médiatique en fait aux Donc maintenant vous voulez dire que vous avez 100%? Ah non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de réussite sur les négos. Ouais, c'est en train de remonter, mais après le Bataclan, par exemple, ça y a eu une chute vertigineuse. Pourquoi? Parce que, on interpellait à tout va, et donc ça tirait dès que le type il pointait son nez avec une arme. Donc il était neutralisé. Donc à partir de ce moment-là, la loi ayant permis également que l'on sanctionne par la neutralisation un périple criminel, ce qu'on appelle un périple criminel, alors qu'autrefois, on avait la possibilité que d'être en légitime défense. Oui. Le type nous tire dessus, on a droit donc de riposter. Oui. Il va tirer sur quelqu'un, j'ai le droit de le neutraliser pour justement éviter qu'il tue une autre personne. Okay. Donc c'était hyper restrictif, hein, et d'ailleurs, on pouvait avoir de très gros ennuis si jamais on était en dehors justement du cadre légal strict à ce niveau-là. Avec le périple criminel, le gars a tué à Neuilly, il s'en va à Villeneuve-Saint-Georges, on va tirer si jamais, et ça, vous trouvez ça normal? Bien sûr. Un périple criminel. C'est quoi la définition? Le périple criminel, c'est une personne qui va aller d'un endroit à un autre dans un même schéma d'événements et qui va tuer, en fait, par opportunité ou par intérêt, à des endroits différents. Mais pas forcément dans la même journée. Si, en règle générale, c'est la même journée. Oui, c'est pas 3 mois après, on le voit à Villeneuve-d'Ascq, on le tire, quoi. Non, il faut que ça soit un même événement, en quelque sorte. C'est l'attaque du marché de Strasbourg, par exemple, du marché de Noël à Strasbourg, il y a quelques années. Rappelez-nous. Je crois que c'était 2015, peut-être, quelque chose comme ça. Et c'est quoi l'histoire? Plus tard. Un type, donc, qui va tirer sur des passants au marché, et donc qui va ensuite s'échapper et qui va être poursuivi par l'ensemble des forces de l'ordre. Alors, je suis pas très précis à ce niveau-là. Non, mais c'est pas grave. Je veux pas raconter de bêtises. Donc, et en fait, il va être neutralisé par une patrouille. Le raid a été engagé, bien évidemment. Mais ça, c'est périple criminel, ça? Oui, c'est un périple criminel parce qu'il a tué, en fait, sur le chemin de sa fuite, plein de gens. Et donc, si on tombe dessus, on le tue. Ok. Voilà. Bon. Je sais plus quelle était la question au départ. C'était sur... Pistolet sur la tempe. Je m'en fous, je veux 100 000, je veux 100 000. Est-ce que vous savez, parce que c'est toujours un peu le même système, ce qui va se passer? Oui, 100 000 euros, il va se rendre. C'est-à-dire 100 000 euros, ça n'a pas de sens. C'est un petit joueur. On va pas braquer. Donc il va se rendre, est-ce qu'il risque de tuer quelqu'un? 30 ans de prison pour 100 000 euros, vous voyez, ça n'a aucun sens. C'est pas avec ça qu'on change sa vie. S'il demande 3 millions d'euros ou 10 millions d'euros, c'est pareil. Il y a de grandes chances que ça se termine de toute façon sans qu'il y ait d'homicide de l'otage, parce qu'on interviendra là-dessus. Oui, mais ça se trouve, il va tuer. Non, mais on interviendra. Mais est-ce qu'il préfère être en prison pour cambriolage ou essayer de se sauver? Quelqu'un qui va réclamer 10 millions d'euros, ça change sa vie. Il peut bien se douter que ça ne marchera pas. C'est juste ça, ça ne marchera pas. Mais pourquoi je comprends pas? Si on est en Colombie, ça peut marcher. Non, mais pourquoi? Et vous avez vu en France, là, avec Ballon, ça ne marche pas. Les services de police sont hyper efficaces là-dessus. Donc en fait, on est plus dans un schéma que l'on connaît très très bien au niveau des unités d'intervention, qui est le suicide by cop ou la tentation aérostatique. Oh là, suicide by cop, définition. Suicide by cop, c'est je n'ai pas le courage de me tuer, je veux rentrer dans une logique de pulsion de mort parce que je suis désespéré, parce que je ne vois pas d'issue, etc. Donc je vais provoquer, demander un truc totalement absurde, et peut-être commencer à passer à l'acte. Mais on va m'aider en fait.
pour qu'on me Ou tue. qu'on m'aide. Voilà. Et puis, c'est quand même plus narcissisant de se faire tuer par la Bien police sûr. que d'être Glorieux. voilà, dans sa cage d'escalier en s'en tirant une Bien sûr. dans le cornet. Donc, voilà, ça intéresse personne. C'est au contraire, ça Ok. enquiquine tout le monde à cause du sang qui a été versé par terre. Suicide by cop. Donc, voilà. Ça, c'est le suicide by cop, se faire tuer par la police. Dans les processus hérostratiques, c'est un petit peu différent. Processus. Hérostrate, c'était un Éphésien Héros. et qui a, pour ça, ayant aucun talent, brûlé l'une des 7 merveilles du monde, qui était le temple de Diane à Éphèse. D'accord. Et donc, par là même, bien évidemment, quand cet acte ignominieux a été Commis. réalisé, il a été arrêté et condamné à mort. Mais les juges grecs, dans leur cohérence, en fait, ont dit Il mérite pas le Panthéon. on va bannir ce nom-là. Plus jamais personne ne devra prononcer ce nom-là. On va l'effacer de l'histoire. Hérostrate. Il voulait rentrer dans l'histoire. Il voulait être au Panthéon des criminels. On va l'effacer de l'histoire. Bon, Attendez, bien- juste, c'est bien quoi le évidemment, Panthéon des criminels? c'est les plus grands criminels qui soient. Mais c'est où Jules Bonneau, c'est dans notre fantasmagorie, à tous. D'accord. Dans notre histoire, Ok. à tous. C'est Gengis Khan, c'est Hitler, c'est le Panthéon des criminels, ça. D'accord. Euh, Et donc, on a dit, bah non, il va pas y aller. Eh ben non, il va pas y aller. Ah ben si, il y aura été, tout simplement parce que l'histoire n'oublie rien. Et donc, il y a des historiens de l'époque, Strabon, etc., Théopompe, qui ont décidé, en fait, sous le manteau, de parler, en fait, de ce gars-là, pour expliquer des comportements totalement aberrants que pourraient avoir certaines personnes sur le volet criminel. Et donc, partant de là, de fil en aiguille, quand ça arrive au XXe siècle, il y a des psychiatres qui travaillent sur ces phénomènes-là et qui se disent « Ah mais attends, ça y est, on comprend tout un tas de choses qui se sont passées avant. Mhm. Des actions qui se sont passées avant. » Exemple typique qu'a connu le RAID, c'était en 94 avec l'attaque sur l'école maternelle Chercot à Neuilly. Mhm. Où un gars qui s'appelait Eric Schmitt a pris en otage les 21 enfants d'une classe maternelle. Ok. Et donc, à la fin, quand il restait plus que 9 enfants, il Est-ce qu'ils avait avaient tous tué ? Non, et les autres avaient été donc libérés au fur et à mesure, mais il avait bardé la salle de classe d'explosifs, et donc, devant la dangerosité délirante, en quelque sorte, du personnage, voilà, il y a eu un moment où on a profité où les collègues, parce que j'étais pas encore du tout au RAID, mais où les collègues, donc, ont profité d'un instant de vulnérabilité du gars, sommeil, il s'était endormi pour pouvoir donc lancer un assaut et récupérer les enfants. Et il a été tué à cette occasion-là, bien sûr, puisque les consignes étaient claires, s'il se réveillait, il fallait l'abattre. Et quel rapport avec Hérostrate, ça ? Eh bien, ce qu'il réclamait au ministère de l'Intérieur, le plan absolument machiavélique qu'il avait cru mettre en place, qui n'avait aucune chance de se réaliser, a fait comprendre après coup que c'était un processus hérostratique. Pour aller au Panthéon des criminels. Voilà, il pouvait pas de toute façon récupérer cet argent. D'accord. C'était voué à l'échec, son histoire. Aussi sophistiqué que ça a pu être, c'était voué. Oui, à en fait, l'expérience aussi, oui, vous donne des clés pour derrière résoudre les prochains, quoi. Et des systèmes exactement. et des mécanismes et des techniques. Mais c'est très important, en fait, que l'on ait justement ce trait d'union entre tout un tas de sciences, en criminaux, en victimaux, en psychiatrie, en psycho, etc. Parce que c'est là-dedans, en fait, que tout d'un coup, on s'aperçoit que certains processus deviennent explicables. Oui. Par exemple, la défaillance d'une cellule de crise. Combien de temps il faut pour... quand on a mis un tracker là, pour repérer d'où la personne nous appelle. C'est quoi le minimum ? Souvent on dit continue, j'arrive pas à le capter. C'est dans les films. Ouais. C'est immédiat. Bah alors attendez, pourquoi on nous ment comme ça en disant vas-y continue. Parce que sinon il n'y aurait pas de suspense. C'est immédiat, genre j'appelle, boum, je sais que je suis au 55 rue de la Boétie. Tout est tracé. D'accord, intéressant. Tout est tracé. Et est-ce qu'il y a vous utilisez utilisé des genre des stylos caméra, des trucs comme ça ?
Il y a du matériel qui peut être mis à disposition en fonction, en effet. Genre quoi? Je peux pas rentrer dans les détails. Vous n'avez pas le droit? Non, mais oh, non. Allez. Mais non. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si jamais je fais un contact avec un malfaiteur, par exemple, il va peut-être s'assurer que j'ai pas d'arme, et auquel cas, je vais ouvrir la veste, tomber la veste éventuellement, montrer que j'ai pas d'arme, ni aux chevilles, ni nulle part, etc. Par contre, il va peut-être me demander de poser mon téléphone portable. Ok, donc je viens sans le téléphone portable. Pour autant, j'ai peut-être un dispositif d'écoute sur moi. Oui, mais il va vous palper. Rien du tout. Vous pouvez avoir un dispositif. Là, si je vous palpe, vous pouvez avoir un dispositif sans que je le sente. Je vous demande pas de faire l'essai, mais... On est sur écoute. Non, mais genre, il n'est pas dans votre caleçon, votre dispositif d'écoute. Mais non, il y a plein de choses. Ça peut être n'importe quoi. Des fois, des micros peuvent se cacher derrière des boutons. C'est miniaturisé aujourd'hui. C'est miniaturisé. Génial. Bon. Bah ouais. Il y a une panoplie qui est énorme à ce niveau-là. Énorme. Un peu comme... Mais même résiduel, il suffit qu'on place un capteur sur le mur adjacent et puis on entend ce qu'on est en train de se dire là. C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez fait quand vous étiez à la police judiciaire ou pas, ou après d'ailleurs? Le plus fou... Enfin, le plus flippant en mode... Ah là là. C'est quand on est sur des grosses équipes, par exemple sur un Go Fast. Donc il faut... Go Fast, définition c'est un convoi, en fait, la plupart du temps de stupéfiants, avec des gens armés, très certainement lourdement armés, avec un véhicule ouvreur. Ouvreur, c'est une ouvreuse, c'est une voiture qui vient s'assurer très en amont en fait du convoi des malfaiteurs qu'il n'y a pas de dispositif policier qui les attendent, donc ils repèrent tout dans les stations-service, sur les aires de repos, etc. Ok. Qui peuvent éventuellement sortir et re-rentrer sur l'autoroute derrière pour voir s'il y a des gens. Et donc, derrière, il y a le véhicule porteur des stupéfiants, voire un deuxième, ok. Et en règle générale, il n'y en a qu'un seul, ils prennent des risques qu'avec un seul véhicule. Et puis, il y a une suiveuse, lourdement armée, qui doit arracher, en fait, qui doit récupérer les malfaiteurs qui se sont fait interpeller, par exemple, et qui doivent donc ensuite les ramener à la maison. Ouais, permettre de s'échapper. En artillant copieusement. Et donc ça, vous avez déjà fait? Ah ouais, plein de fois, ça, ce genre de choses. Et donc, mais vous êtes où? Vous êtes une voiture... On est tout un dispositif. Quand il y a eu AZF, c'est une surstimulation absolue. Donc excitante. Hyper excitant, parce que c'est vraiment des enquêtes hors normes, des dispositifs hors normes. On avait un AWACS qui avait été mis à disposition. Un AWACS, c'est un avion radar, en fait, qui va permettre que tous les hélicoptères puissent trouver leur place dans la circulation aérienne civile. Okay, donc il prend la main d'une tour de contrôle, et c'est lui qui va faire bouger les avions civils en fonction de notre dispositif qui se déplace, par exemple. Et puis il va capter de l'information, des communications et autres, etc., etc. On avait une flopée d'hélicoptères à notre disposition. On avait plus de 140 voitures, mais je me demande si c'est pas plus même encore, pas dire de bêtises, mais qui étaient au sol, qui étaient disposées à plein d'endroits pour être vraiment capables de converger. Bon voilà. C'est des enquêtes extraordinaires, ça. Extraordinaire. Et ça, vous avez préféré, alors ça n'a rien à voir évidemment, mais vous avez préféré négocier sur le terrain, etc., que aller repérer les mecs et être en mode plus terrain? Ça n'a rien à voir. C'est le summum du terrain. Donc ça veut dire qu'il faut il faut bien comprendre qu'il faut que ça soit l'État, le raid au sens large, qui gagne. Et pas la négociation. On n'est pas... quand même, vous vous dites, je suis trop fort quand vous avez réussi, non? Ouais, mais ça rentre pas dans ce critère, en fait, de narcissisation. Franchement, non, très honnêtement, je le dirais sinon. Okay, enfin, me concernant, après, je sais pas les autres. Hein, ça se trouve, il y en a qui installent un petit hôtel chez eux avec tous les articles de presse, d'accord, des forcenés ou des preneurs d'otages qu'ils ont arrêtés. Hein. Enfin, permis d'arrêter. Mais moi, c'était absolument pas le cas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'apprentissage, justement, criminologique derrière. Qu'est-ce qu'on tire, en fait, de ces choses-là? Mais c'est sûr que c'est gratifiant quand on sort quelqu'un par la négociation, mais je sais très bien que si les snipers n'étaient pas là pour me couvrir, si le groupe d'assaut n'était pas juste derrière, prêt à me sauver la mise, si le médecin urgentiste n'était pas derrière la colonne pour pouvoir me faire les soins d'urgence en chirurgie de guerre si jamais je me prends une cartouche, est-ce que je serais aussi courageux? Non. Et est-ce que vous avez déjà pris une cartouche? Non.
Jamais. On vous a jamais tiré dessus? Si, on m'a tiré dessus parce que ce sont des circonstances qui sont toujours terribles, que ça soit sur les kidnappings à l'étranger où on se met toujours en danger parce que on est livré en fait aux collègues étrangers, donc à leur professionnalisme ou à leur amateurisme. Donc voilà. Donc il y a des vrais risques, ok, à ce niveau-là. Au raid, très très rarement, ça a été exceptionnel. Mais de toute façon, vous avez un gilet pare-balles à chaque fois. Oui, on a un gilet pare-balles, mais enfin c'est. Ça sert à rien, ce gilet pare-balles? C'est pour faire joli sur une partie. Hein. En fait, quand ça dépend de l'armement que vous avez en face de vous. Si c'est un armement traditionnel, un 9 mm, si vous avez un gilet pare-balles de classe 3, ça peut arrêter. Vous allez avoir un énorme hématome derrière, etc. Et à condition, bien évidemment, que la personne ne vous prenne pas sur une zone faible en fait, du gilet pare-balles. Mais si c'est une balle de Kalachnikov, dans l'absolu, il faudrait presque mieux qu'elle traverse rapidement et qu'elle ne champignonne pas à l'intérieur après avoir pris le Kevlar. Hein. Donc c'est à ce niveau-là. Vous n'avez jamais été gravement blessé? Blessé en entraînement, juste c'est des trucs classiques. Voilà, c'est des trucs classiques. Et vous avez déjà négocié dans une langue que vous ne maîtrisez pas? Alors non, parce que ça peut être extrêmement dangereux de s'essayer dans les choses qui sont pas maîtrisées. En revanche, il m'est arrivé de conseiller sur de l'anglais une personne donc, que j'assistais pour maintenir la vulnérabilité de la communication aussi bien du côté du preneur d'otage que du côté donc, de la famille. Parce qu'à ce moment-là, on joue à armes égales. Il n'est pas bon en anglais, la famille n'est pas bonne en anglais, oui, donc ça rééquilibre. Et on peut jouer l'ambiguïté. Ah, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Ah, je pensais que, etc. Mais sinon, on utilise donc des tiers qui parlent très très bien la langue. Et le problème, c'est qu'on n'a pas forcément nous le retour. Donc même si on maîtrise un tout petit peu la langue, les subtilités, on les a pas. Et est-ce qu'il y a des moments où vous avez dit je n'y arriverai pas? Je crois que profondément, si on est optimiste, vous arrivez à tout. Ça marche. Et vous êtes un optimiste, de toute façon. Ah oui, un grand optimiste. Vous êtes obligé de l'être. Hein. C'est pas réussir, par exemple, par la négociation à coup sûr. C'est juste que il faut y croire, point. Le type peut pas s'en aller, quoi. Il peut pas s'en aller, il peut pas tuer ses otages. Même si on se prépare, attention, hein, on n'est pas non plus naïf ou inconscient. Mais ça va marcher. Si on n'a pas cette détermination-là, rendez-vous compte, vous êtes chef de groupe, ok, tout le monde vous regarde, les autorités vous regardent, le procureur, le préfet, l'ensemble des autorités policières qui sont présentes, etc. Si vous n'avez pas une confiance en vous et cette dimension en fait rassurante pour l'ensemble de vos interlocuteurs, waouh, déjà qu'ils sont stressés. Donc jamais vous êtes stressé, ou en tout cas jamais vous le montrez. Ben voilà. Vous êtes tout le temps en mode force tranquille, tout va bien se passer. Tranquille. Oh, en face, c'est genre horrible, vous êtes là, ça va bien se passer. Mais oui, ça va bien se passer. Mais en vrai, ça va bien se passer. Mais en vrai, vous moi, avez trop peur. En plus, j'avais un plan B. Ce qui est scabreux, c'est pour un effectif de police qui intervient dans une rue et puis tout d'un coup qui se fait tirer dessus. Il n'y a pas de plan B là, il n'y a personne derrière. Oui, vous avez toujours 3 coups d'avance. Le groupe d'assaut. Si jamais ça marchait pas avec la négo, qu'à cela ne tienne, je passais la main. Et là, à ce moment-là, le groupe d'assaut donnait l'assaut. Et voilà, je ne pouvais pas sortir par la négo, j'avais mon plan B, donc pourquoi ne pas rester optimiste? Non mais vous, et en règle générale, dans la vraie vie, dans la vie hors du travail, quand on vous dit, attends, là, je sais pas, où vous vous retrouvez au ski, il y a une avalanche et tout, ça va bien se passer. De toute façon, la peur n'enlève pas le danger. Ok. Et ensuite, quand c'est ton heure, quoi. Vous êtes fataliste, quoi. Bien sûr. Ça sert à quoi de se rouler par terre, si c'est notre heure, c'est notre heure. Ça, vous avez toujours été comme ça? En fait, je crois que quelque part, on a intégré ça dans les unités d'intervention. Il y a un grand nombre d'affaires où, quand il faut aller à l'assaut, si les collègues avaient une hésitation, ça serait l'échec. Et d'ailleurs, il y a le film Ad Vitam là, avec Guillaume Canet, vous l'avez vu? Oui, bien sûr. Alors? Ah oui, il est bien. C'est fidèle? Oh oui, quand même, ouais. Et à un moment, là, il a pris la décision d'aller dans l'hôtel alors qu'on lui avait pas dit, nanana, il aurait pas dû? Non, c'est même pas qu'il aurait pas dû, c'est que la chance et le hasard, on en parlait tout à l'heure. Si jamais c'est votre heure, c'est votre heure. Point.
Dans les unités d'inter, on a une feuille d'alerte. Et sur la feuille d'alerte, il y a notre nom qui est placé quelque part dans une des spécialités, ou dans un ordre particulier d'intervention, binôme numéro 1, 2, 3, etc., ou trinôme. Voilà. Quand c'est votre heure, c'est votre heure. Si vous êtes le premier de la colonne derrière le bouclier et que le type il a piégé sa porte et que personne n'a vu que la porte était piégée, eh ben vous mourrez, quoi. C'est aussi simple que ça. Et vous êtes OK avec ça? Mais si on n'est pas OK avec ça, on fait un autre métier. On est pâtissier. C'est génial, pâtissier. Et vous, c'est quoi votre pâtisserie préférée? C'est quoi ma pâtisserie? La tarte aux pommes. Simplicité, quoi. Simplicité à mort. Merci beaucoup, Christophe. Ben, y a pas de quoi. C'est déjà fini? Bah oui, c'est déjà fini. Ouais, je reviendrai alors. Hein. Ah bah avec plaisir. Là là. Ça marche. Merci Pénélope.